Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager quelque chose d'absolument surprenant et très étonnant en matière de comportement humain. Cette vidéo concerne l'empathie. J'ai déjà parlé du sujet sur une précédente vidéo où je vous parlais des trois empathies, l'empathie cognitive, l'empathie émotionnelle et le souci empathique. Le fait d'être capable de comprendre ce que l'autre attend de nous et puis ensuite de prendre la décision de le faire ou de ne pas le faire. Là, le souci empathique, c'est quelque chose d'un petit peu particulier parce que ça répond à la fois au fonctionnement du cerveau lié à l'amygdale, l'hypothalamus qui gère les émotions, et puis également le cerveau du néocortex, la raison. C'est-à-dire que vous êtes dans une salle d'attente, imaginons dans une salle d'attente chez un médecin, et puis vous êtes une dizaine de personnes, il y a une personne qui va rentrer dans la pièce avec un nouveau-né, et là vous avez un souci empathique un petit peu automatique du cerveau humain, qui est que quand on voit un nouveau-né, on est impacté émotionnellement par le nouveau-né, on a envie de le protéger, et on va être naturellement tourné vers cet enfant pour essayer de le protéger. Mais en même temps, notre cortex, notre cerveau de la raison, lui va déterminer si vraiment c'est intéressant pour nous d'être dans cet état d'esprit-là. Et donc, évidemment que dans les personnes qui vont être présentes dans la salle, il y a des personnes qui vont être plus ou moins enclines à être dans le souci empathique que d'autres. Si vous êtes une mère de famille et que vous venez d'avoir un enfant il n'y a pas très longtemps, 1 ou 2 ans, le souci empathique va être extrêmement fort. Si vous êtes plutôt un homme qui a été abandonné à la naissance et puis qui traverse une période un peu difficile au moment où le nouveau-né arrive ça va être différent. Ça va être différent et c'est pour ça que l'empathie est toujours liée à qui on est, comment on fonctionne et la situation dans laquelle on est au moment où on doit être dans l'empathie ou ne pas l'être. Et c'est pour ça que c'est complexe l'empathie, parce que l'empathie c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre, mais c'est extrêmement difficile de se mettre à la place de l'autre. J'ai expliqué ça sur la vidéo par rapport aux pensées, par rapport aux émotions et par rapport à la projection qu'on va faire qui va dépendre de finalement si l'autre va nous toucher ou pas. Et l'écart d'empathie, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est quelque chose d'incroyable. L'écart d'empathie nous apprend qu'il est plus difficile d'avoir de l'empathie pour quelqu'un qui a déjà été à notre place. C'est absolument incroyable. Ou bien, il est plus facile de ne pas être empathique avec quelqu'un qui a été à notre place. En faisant ce genre de déclaration avec les mots que j'utilise, eh bien, je peux créer de la confusion en vous. Et si je rajoute de la négation à ce que je viens de vous dire, je crée encore plus de confusion. Il n'est pas trop difficile de... Et là, ça rajoute de la confusion. Donc, on va essayer de remettre les choses bien à plat. Quand on utilise le mot facile, eh bien, c'est plus simple à comprendre que lorsqu'on utilise le mot difficile pour le cerveau. C'est plus facile de comprendre la phrase. Il est facile d'avoir de l'empathie pour quelqu'un qui n'a jamais été à notre place. C'est plus facile à comprendre que il est difficile d'éprouver de l'empathie pour quelqu'un qui a déjà été à notre place. Alors, l'écart d'empathie, qu'est-ce que c'est? C'est le fruit de recherche de pas mal de chercheurs qui ont fait des études. Et donc, il y en a certaines qui sont assez connues et très célèbres, donc que je vais vous partager maintenant. Il y en a une qui est très connue, qui est, vous savez, les personnes qui se baignent dans l'eau glacée. Lac Michigan, aux États-Unis, il y a des personnes qui se baignent dans l'eau glacée pour faire dépassement de soi, essayer d'aller rechercher ses limites. Et donc, ils s'inscrivent dans une liste et puis ensuite, ils sont préparés et puis on va faire en sorte qu'ils puissent faire cette épreuve. Et donc, ils ont créé 2 groupes de personnes. Aux 2 groupes, on leur fait lire l'histoire d'un homme qui a échoué à cette épreuve. L'histoire explique que voilà, il a renoncé au moment d'entrer dans l'eau glacée, il est parti en pleurant et puis du coup, il n'a pas pu affronter sa peur ou il n'a pas pu accéder au dépassement de soi. Voilà. Et donc cette histoire, la particularité, c'est que on la fait pas lire au même moment aux 2 groupes. Au premier groupe, on leur fait lire l'histoire avant qu'ils se soient baignés dans l'eau glacée. Et le deuxième groupe, on leur fait lire l'histoire 1 semaine après qu'ils aient passé l'épreuve, avec succès. Les personnes qui vont avoir le plus de compassion pour cette personne qui n'a pas pu traverser cette épreuve, ce sont les personnes qui n'ont pas encore effectué l'épreuve. Les personnes qui se sont déjà baignées dans l'eau glacée, quand elles vont lire l'histoire, elles vont avoir beaucoup moins de compassion pour cette personne-là. Incroyable. Écart d'empathie. On pourrait se dire, bon voilà, elles savent ce que c'est, elles savent que c'est extrêmement difficile, et donc elles sont capables de comprendre qu'une personne est renoncée. Eh bien pas du tout, c'est tout l'inverse qui va se produire, et donc on leur pose des questions après qu'ils aient lu le document pour justement déterminer leur niveau de compassion vis-à-vis de la personne. Il y a une autre
étude qui est assez connue également, c'est sur le chômage. Les chercheurs vont partager auprès de plusieurs groupes une histoire d'une personne qui était au chômage, qui n'a pas réussi à s'en sortir et qui a fini par vendre de la drogue. Ils vont faire lire cette histoire à différents groupes. Le groupe qui aura le moins de compassion pour cette personne et qui lui trouvera le moins d'excuses au fait qu'il ait décidé de vendre de la drogue, ce sont les personnes qui ont elles-mêmes été au chômage et qui ont réussi à trouver un emploi après 1 ou 2 ans ou 3 ans de recherche. Ce sont ces personnes-là qui vont avoir le moins d'empathie vis-à-vis de lui. Ceux qui n'ont jamais été au chômage, eh ben ils vont dire ah bon bah ça doit être difficile. Ils arrivent pas à avoir conscience de la difficulté parce qu'ils n'ont jamais été, ils ne l'ont jamais vécu et donc ils n'ont pas de point de repère. Il y a une autre étude sur le harcèlement scolaire également, où là, même mécanisme. L'idée, c'est de dire, quelqu'un qui a traversé cette épreuve, est-ce qu'elle est plus compatissante? Est-ce qu'elle est plus compréhensive par rapport à quelqu'un qui ne l'a jamais traversé? Et exactement le même retour, mais avec des niveaux extrêmement élevés. C'est-à-dire que si vous posez la question à 112 personnes, il y en a 99 qui vont pas être du tout dans la compassion parce qu'ils ont eux-mêmes étaient harcelés à l'école. Et donc, c'est un peu la même logique, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des groupes de personnes, ils vont dire, OK, premier groupe de personnes, ils ont été harcelés aussi au même âge à l'école. Deuxième groupe de personnes, ils ont jamais été harcelés, ils ne savent pas ce que c'est. On leur fait lire une histoire d'une personne qui a été harcelée et puis finalement qui n'a pas réussi à s'en sortir. Hein. Eh bien, la personne qui va avoir le moins de compassion, c'est celui qui a réussi à s'en sortir, qui a été lui-même harcelé et puis qui s'en est sorti. Et donc, les chercheurs, ils se sont interrogés parce qu'ils se sont dit, c'est quand même pas très logique tout ça. C'est quand même pas très logique puisque finalement, on comprend pas pourquoi est-ce que le cerveau et pourquoi est-ce que le comportement aboutit à cette réaction. Donc, ils ont évoqué 2 explications principales à ce fait-là. Ils ont évoqué le fait que le cerveau a une tendance à minimiser une épreuve que tu as déjà affrontée. Le cerveau tu vas affronter une épreuve douloureuse, une épreuve difficile. Et avec le temps, le cerveau va avoir tendance à minimiser l'impact de souffrance de cet événement. Ça, c'est la première explication. C'est que le cerveau, en général, minimise un petit peu l'effet, justement pour être capable de pouvoir éventuellement le revivre. Et ça, c'est un système de survie, j'imagine. Et donc, la deuxième explication, c'est le fait que face à un événement difficile, on a tendance à monter notre niveau d'estime de soi et notre niveau de confiance vis-à-vis de cette épreuve lorsqu'on l'a déjà traversée avec succès. Et là, ça se comprend assez aisément. Ça se comprend assez aisément. Vous allez dans un aqualand où vous avez plein de toboggans, aquapark, vous savez, les trucs de piscine avec plein de toboggans. La première fois que vous faites le toboggan un petit peu difficile, la piste noire du toboggan, vous vous dites oh là là, ça va être difficile, j'ai un petit peu peur. Et donc vous faites cette descente et puis après vous dites ah, c'était incroyable, ça m'a fait peur, mais vous êtes beaucoup plus disponible pour le refaire une fois que vous l'avez déjà fait une fois parce que vous avez réussi une première fois et votre cerveau va baisser le niveau d'enjeu. Et puis va monter votre niveau de confiance. Et on se retrouve avec des enfants qui arrivent dans l'aqualand, là, le matin, qui ont peur de tous les toboggans. Et le soir, quand ils repartent, ils font absolument tous les toboggans. Et ils ont absolument confiance en eux, ils sont capables de tout faire parce qu'ils ont traversé leur peur. Et c'est exactement le principe de l'écart d'empathie. Mais alors, à quoi ça sert de comprendre ça? À quoi ça sert, moi, dans mon quotidien, vous regardez cette vidéo, je suis en train de vous expliquer l'écart d'empathie, et là vous dites, ouais, ok, j'ai compris, mais ça me sert à quoi? Ça vous sert à, en fait, vous adresser à la bonne personne lorsque vous avez une demande à faire. Eh oui, ça vous sert à vous adresser à la bonne personne. Et comme on n'a pas cette notion d'écart d'empathie, la plupart du temps, lorsqu'on a une demande à faire, on ne la fait pas à la bonne personne. Quel est l'écart d'empathie entre un adulte et un enfant? Quel est l'écart d'empathie entre un collaborateur et son manager? Quel est l'écart d'empathie entre une femme qui a déjà eu des enfants et une femme qui n'en a jamais eu? Un exemple, vous venez d'avoir des jumeaux, vous êtes une femme de 45 ans, non, c'est trop vieux. Vous venez d'avoir des jumeaux, vous avez 39 ans, c'est mieux? 39 ans, vous avez et vous êtes épuisé. Vous êtes épuisé, vous reprenez le travail, 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous êtes épuisé. Et donc, vous voulez demander vous avez 2 managers, vous voulez demander à l'un de vos 2 managers s'il serait possible que vous puissiez avoir vos mercredis parce que vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous êtes vraiment trop fatigué et vous constatez que vous êtes vraiment en galère pour faire votre travail. Et donc, vous avez 2 managers. Vous avez un premier manager qui est une femme de 33 ans, qui est célibataire, qui n'a pas d'enfant, qui sort tous les soirs et qui fait la fête.
Et puis vous avez une autre femme qui est un petit peu au-dessus d'elle, qui est la manager un peu au-dessus, et puis qui a eu elle-même des jumeaux par le passé et qui a gravi tous les échelons de l'entreprise. À qui vous allez vous adresser? Maintenant que je vous ai donné le truc, vous savez. Hein, naturellement, on va s'adresser à qui? On va naturellement se dire, bon, faut que je fasse une demande. La personne qui sera le plus à même de comprendre ma demande, c'est celle qui a déjà traversé cette épreuve. C'est pas celle qui fait la fête tous les soirs et qui a pas d'enfant. Eh bien non, c'est tout le contraire. Justement, grâce ou à cause de ce système de l'écart d'empathie. Et donc, si la personne, elle veut faire cette demande-là, elle aura tout intérêt à faire la demande auprès de la jeune femme célibataire de 33 ans qui n'a pas d'enfant. Pourquoi? Parce que celle qui a déjà qui a traversé la même épreuve qu'elle est en train de traverser, l'a traversée avec succès. Donc elle sera moins à même de comprendre pourquoi elle ne serait pas capable, elle aussi, de traverser cette épreuve avec succès. Il a été remarqué également dans les entreprises qui veulent faire évoluer leur emploi du temps au niveau de leurs employés pour augmenter le nombre d'heures de travail. Les personnes qui sont le moins favorables à ces décisions, ce sont en général les personnes qui sont dans l'entreprise depuis très longtemps, les vieux routards comme on dit, qui eux ont connu des périodes de travail extrêmement importantes et extrêmement intenses. Donc quand on leur dit ça, eh ben ils disent bah oui super, on y va, nous on connaît de toute façon. De toute façon, on l'a déjà vécu, c'est pas très grave, on va s'en sortir, on gagnera plus et ça se passera bien. Alors que les jeunes qui n'ont pas connu ça, bah eux ils vont être beaucoup plus réticents, ils vont dire bah non, nous on n'a pas trop envie d'augmenter nos horaires, on veut profiter de la vie, on veut que notre qualité de vie au travail soit meilleure et donc on va avoir un écart d'empathie entre les deux groupes. Le groupe qui va être le moins favorable à ce qu'on augmente les horaires, ce sont les personnes un peu plus âgées qui ont déjà vécu ça par le passé et qui probablement ont souffert de ça. Eh bien c'est tout le contraire. Et oui, c'est tout le contraire. Et donc, c'est très important de bien comprendre ça, de manière à pouvoir être capable de bien identifier à qui tu vas faire ta demande. Un homme est beaucoup plus à même de mieux comprendre sa femme qu'une autre femme. Parce qu'une autre femme a déjà vécu ça. Et donc, si ça a été une épreuve difficile pour elle, elle sera capable de dire bah oui mais quand même moi je l'ai fait voilà les mamans avec leurs filles quand elles sont enceintes ouais c'est bon hein, moi j'ai pas eu de péridurale vous voyez le truc. Donc c'est très important de comprendre ça. Souvent on se dit bah oui mais les hommes et femmes on peut pas se comprendre. Bon, c'est pas un problème de compréhension, est-ce que je me comprends, c'est différent, c'est est-ce que je suis capable d'empathie. Regardez à quel point les hommes entre guillemets normaux sont aux petits soins pour leur femme quand elle est enceinte. Oula, non, je m'en occupe. Normalement, pourquoi? Bah parce que ils ont jamais vécu, ils savent pas ce que c'est. Et donc, ils ne peuvent qu'imaginer que ça a l'air d'être bien galère quand même. Et donc, si c'est une autre femme qui l'a déjà vécu, elle va dire, ouais, c'est bon, voilà, arrête de... C'est pas une maladie d'être enceinte, voilà. Et donc, c'est complètement différent. L'approche émotionnelle de la situation n'a strictement rien à voir. Très important de comprendre ça. Ça vous permet de bien cibler la personne à qui vous faites une demande importante pour vous. N'allez pas cibler une personne qui a déjà vécu ce que vous avez déjà vécu et qui a déjà été à votre place, parce que vous aurez toutes les chances de vous faire refuser cette demande. Et quelqu'un qui a vous voulez demander une augmentation à votre responsable, et votre responsable n'a jamais été augmenté. Toutes les demandes d'augmentation qu'il a fait ont toutes été refusées. C'est mort. Il va falloir user de manipulation, de stratégie, de négociation. Ça va être extrêmement compliqué de jouer sur l'empathie. Tu pourras pas jouer sur l'empathie. Bah écoute, faut que tu te mettes à ma place. Moi, j'ai 2 enfants. Il faut que je les élève. Ça fonctionnera pas, ça. L'écart d'empathie peut expliquer aussi pourquoi est-ce que un adulte qui a été frappé dans son enfance frappe aussi son enfant alors qu'il a vécu la violence quand il était enfant et probablement que ça l'a beaucoup impacté émotionnellement de manière négative et pour autant il renouvelle ce schéma avec sa propre progéniture. Vous avez vu comme c'est beau les mots que j'utilise? Voilà pour cette explication sur l'écart d'empathie qui est vraiment incroyable. Moi, la première fois qu'on m'a appris ça, l'écart d'empathie, j'étais vraiment soufflé. J'ai fait mais c'est incroyable. Le fonctionnement du cerveau est absolument incroyable et quand on n'a pas accès à cette connaissance-là, à cet apprentissage-là, bah, la plupart du temps, on fait les choses en automatique, de manière naturelle, en imaginant que c'est la meilleure solution, alors que la plupart du temps, ce n'est pas la bonne solution. Il faut connaître le système pour être capable d'en tenir compte et puis de l'utiliser à notre avantage. Donc n'oubliez pas, écart d'empathie, il est extrêmement difficile d'éprouver de l'empathie pour quelqu'un qui a déjà vécu la même chose que nous
à notre place quelques années auparavant. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes comme moi il y a quelques années surpris de cette constatation, et puis si ça vous a apporté quelque chose, et puis si éventuellement vous avez pu déjà vivre cette situation par le passé en vous disant mais je comprends pas pourquoi j'ai essuyé un refus alors que la personne franchement c'était la mieux placée pour comprendre ma situation puisqu'elle avait elle-même vécu. Je suis sûr que c'est des choses que vous avez probablement vécues dans le passé. Il est tout à fait possible que vous ayez été face à cette situation d'écart d'empathie et que vous n'ayez pas compris cet écart et que à l'époque vous vous disiez mais je ne comprends pas. Ça me semblait être le meilleur interlocuteur possible pour ma demande parce que j'espérais qu'elle puisse comprendre ma situation, l'ayant elle-même vécu. Eh bien, absolument pas. Vaut mieux te baser sur quelqu'un qui l'a pas vécu. Tu veux arrêter de fumer, choisis un praticien qui n'a jamais fumé. Ça sera plus efficace. Et oui, à bientôt pour une nouvelle vidéo.